Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai transformé cette véranda en une toute nouvelle pièce de vie. Pour le moment, il n'y a que la structure. Il manque les murets, l'isolation, l'électricité ou encore le sol. Et j'aimerais bien faire tenir tout ça dans un budget de 2000 €. Alors on attaque tout de suite avec la réalisation des murets. Il me semble avoir déplacé environ 3 tonnes de matériaux. Entre les sacs de mortier et les parpaings, ça va vite. Ensuite, pour habiller les murets, j'ai décidé de partir sur des plaquettes de parement qu'il a fallu bien mélanger afin que le rendu soit au top. Pour cette étape, j'ai eu aussi besoin d'une primaire et de colle à carrelage pour l'extérieur. Ça, c'est fait. Ça veut aussi dire qu'on peut passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'intérieur. Mais avant, laisse-moi te montrer les plans que j'ai en tête. Pour commencer, il va falloir isoler tous les murets par l'intérieur. Je me suis dit que ce serait pas mal de créer des niches décoratives, et donc on en profitera aussi pour ajouter des prises et des spots de lumière. Pour finir, il faudra isoler le sol et y ajouter un revêtement final. Allez, on attaque avec la première étape, la structure. J'ai décidé de partir sur un système de rails et montants. Pour fixer les rails, j'ai sorti la perceuse à percussion et utilisé des chevilles à frapper. Et voilà, comme ça ne bouge plus. Pour délimiter la partie haute, je me suis tout simplement fixé sur la véranda elle-même. Et pour être efficace dès le lever du matin, j'ai décidé de me lancer dans la quête de couper un maximum de montants aux bonnes dimensions. Les montants s'emboîtent dans les rails installés au sol et je fais de même sur la partie haute. Et afin de solidariser la structure avec la véranda, j'ai dû faire quelques découpes particulières. Pour figer l'assemblage, je me suis servi d'une pince à sertir et parfois de vis quand je voulais augmenter la solidité du raccord. Ah, et aussi j'ai placé les montants tous les 60 cm, ce qui correspond pile à la largeur des plaques de placo. Et ce sera hyper pratique pour visser après. Et maintenant que le plus simple a été fait, il faut attaquer les niches décoratives. Au final, c'est plein de petites découpes, il suffit juste de bien vérifier le niveau et faire attention aux mesures. Pour faire les arrondis, j'ai pris un rail que j'ai découpé à intervalles réguliers afin de pouvoir le plier à ma guise. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, je suis crevé, mais super content de voir que ça a bien avancé. Et ça veut dire qu'on peut passer à la deuxième partie, l'isolation. Bon, il faut d'abord passer les gaines électriques qui nous seront utiles plus tard. Avant d'ajouter l'isolant, il faut mettre en place le pare-vapeur qui ira contre le muret. Et ensuite, c'est parti pour du découpage de laine de roche. Par contre, quand j'ai dû ajouter l'isolant, je me suis rendu compte que je n'avais peut-être pas prévu assez de marge entre le muret et la structure. Au moment où je publie cette vidéo, ça fait 1 an que le projet est terminé et je n'ai eu aucun souci. Mais si c'était à refaire, j'aurais clairement prévu plus de marge afin d'avoir une petite lame d'air et donc éviter d'éventuels problèmes de condensation. Et voilà, c'est une bonne chose de faite pour avoir le meilleur confort thermique possible et avec un budget raisonnable. Troisième étape, le placo. Tout ce qui est de plus classique. J'ai pris des plaques de BA13 qui font 1,20 m par 2,50 m. Mais je l'ai vite regretté, car impossible de les déplacer tout seul jusqu'à la véranda. Du coup, on s'adapte, et au final, je les ai coupés en deux afin d'avoir une largeur de 60 cm, ce qui correspond parfaitement à l'espace entre les montants.
parfois je me suis retrouvé à devoir faire quelques découpes farfelues, mais heureusement que le placo, ça se découpe facilement. Oui, je sais. Il se pourrait que j'ai été contraint de m'y reprendre plus d'une fois. Et avant de finir de tout plaquer, il faut passer à la quatrième étape, l'électricité. Je commence par faire le trou pour le futur interrupteur avec la scie cloche. J'ai déjà tiré 2 gaines depuis le sous-sol, une pour la lumière et une pour les prises. Mince, j'ai oublié de plaquer de l'autre côté pour y ajouter la prise, donc je le fais rapidement. Pour faire les branchements, j'ai ajouté plusieurs boîtes de dérivation et les raccordements ont été faits avec des bornes de connexion de la marque Vago. Ce système est super pratique. Et j'ai acheté les spots tout prêts sur internet. On se retrouve dans le sous-sol où j'ai dû faire passer les gaines par le plafond afin de rejoindre le tableau électrique. Et enfin, on s'occupe du tableau électrique existant grâce à l'ajout de 2 disjoncteurs, un de 10 A pour les lumières et un autre de 16 A pour les prises. Allez, on teste tout ça. Et c'est que ça rend super bien. C'est important de bien vérifier que tout fonctionne avant de terminer de tout plaquer quand même. Ok, maintenant on peut reprendre le placo. Là j'ai dû emboîter un montant à l'envers que j'ai fixé avec des vis afin de pouvoir plaquer les parties hautes des niches décoratives. Et je me suis servi de serre-joint histoire que ce soit bien pratique. À côté de ça, il manque encore pas mal de découpes. Et ça va pas se faire tout seul, alors on attaque. C'est quand même vachement plus rapide de découper à la scie savante. Pour couper les niches arrondies, j'ai fait plusieurs trous, puis je les ai découpés petit à petit. Ça, c'est la future plaque qui va recouvrir l'intérieur de la niche. Pour pouvoir la plier, je l'ai découpée à intervalles réguliers. Mais bon, ça m'a pris bien plus de temps que ce que j'imaginais. Visiblement, je n'ai pas été super précis dans mes découpes. Donc j'ai dû improviser. L'idée, c'est de reboucher un maximum afin d'ajouter de l'enduit plus tard. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. On arrive sur les dernières découpes. Et heureusement, car c'est pas si facile que ça de déplacer ces fichues plaques. Le placo, c'est fini. Par contre, l'étape de l'enduit ne va pas être une mince affaire car j'ai peut-être un peu bâclé les découpes. On peut passer à la 6e étape, l'enduit. Tout d'abord, pour gommer les plus grosses imperfections, j'ai appliqué un enduit de rebouchage.
Et une fois bien poncé et bien nettoyé, on peut appliquer les bandes à joint avec l'enduit adapté. Concernant les bords et notamment les arrondis qui sont les zones les plus fragiles, j'ai opté pour des bandes renforcées. Bien entendu, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on recommence le ponçage et on ne lésine pas sur l'aspirateur pour enlever toute la poussière. Mais là on attaque les choses sérieuses car on passe à l'enduit de finition. Malheureusement, je crois qu'avec le cumul de la fatigue et la précipitation, j'ai réussi à me couper avec le couteau à enduire. Ouais, avec un couteau à enduire. Bon, pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter, on continue ce qu'on a à faire. Et voilà enfin le dernier ponçage du projet, c'est promis. Non, parce que ça commence à suffire la poussière. Parce que quand il y a une galère, il ne faut pas que ça s'arrête en si bon chemin. Il pleut beaucoup et je crois que j'ai un début d'inondation dans la véranda. En fait, je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de boucher l'un des trous prévus pour les gaines. Et celui-ci est placé juste au niveau de la gouttière. Malin. Heureusement que le placo était légèrement surélevé par rapport au sol, sinon j'aurais été mal. Là. Donc au final je l'ai bouché et on peut passer à la suite avec la 7e étape, la peinture. Tout d'abord je commence par appliquer la sous-couche. Je voulais conserver le côté lumineux de la véranda tout en cassant un peu le blanc qu'on avait avec simplement de l'enduit. Donc je suis parti sur un beige glaise de la marque Ripollin. Et je l'ai appliqué en 2 couches. Voilà le résultat. Et franchement, avec les spots, ça rend plutôt bien. Niveau muré, on est ok. Maintenant, on peut passer à la 8e partie, l'isolation du sol. Cette étape m'a demandé pas mal de réflexion. En effet, plusieurs options s'offrent à moi. Soit je pars sur une chape traditionnelle que je pourrais réaliser moi-même, mais ça implique de déplacer énormément de ciment et de sable, et aussi de devoir gérer une bétonnière, que je n'ai pas d'ailleurs, du coup trop compliqué. L'autre option serait de faire venir un camion toupie pour faire une chape fluide, mais là, autre problème, le budget. Et pour la quantité à faire venir, pas certain que ce soit rentable. Alors, dernière option, que je ne connaissais pas avant ce projet, la chape sèche. Celle-ci est réalisable sans avoir besoin d'ajouter de l'eau. En fait, il s'agit d'une sorte de granulé qui, une fois compacté, me permettrait d'ajouter un isolant par-dessus. C'est un compromis plutôt intéressant, car j'aurai moins de stress concernant la rapidité de mise en œuvre, pas besoin de bétonnière, beaucoup plus léger, et le tout à un prix abordable. Bon, par contre, avant d'ajouter les granules, j'ai dû mettre en place un film par vapeur tout autour de la future chape. Niveau quantité, j'ai prévu juste ce qu'il fallait pour recouvrir les gaines et je me suis servi de tasseaux qui étaient pile à la bonne hauteur pour m'assurer que la chape reste bien droite. Je sais que la mise en œuvre de la chape sèche n'est pas faite dans les règles de l'art, mais on fait avec les moyens du bord. Du coup, je me suis servi d'une règle de maçon pour tirer la chape et parfois même de chute de rail. Et donc petit à petit j'ai pu ajouter les isolants que j'ai assemblés entre eux grâce aux encoches qui sont déjà prévues à cet effet. Et les découpes ont été faites à la scie sauteuse.
Bien sûr, on vérifie que tout est à niveau après tout ce bazar. Et ouais, on approche de la fin. On peut passer à la 9e partie, l'ajout du revêtement final et des plaintes. Je suis parti sur un stratifié avec les plaintes qui vont bien avec. Je vous mettrai les références en description. Clairement par flemme, à la base, je m'étais dit que c'était pas la peine de faire les calculs pour la pause. Et bah, voilà le résultat. Pas de bol, hein. Donc je me retrouve à faire des découpes un peu farfelues. Mais bon, faut assumer, hein. Je suis pas certain que ça tiendra sur le long terme, mais on va dire que ça fait l'affaire pour le moment. Bon, je passe rapidement cette étape car la carte SD commence à être bien pleine. Au final, on aura tenu le budget qu'on s'était fixé. Et on a même le droit à une inspection de l'avancée des travaux. Je vous laisse sur la 10e et dernière partie, la conclusion de ce projet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains projets.